salue tout d'abord donc nos auditeurs, fidèles auditeurs, qui nous font parvenir leur satisfaction à propos de cette émission, Zitata, la chaîne Zitata, à contretemps, qui est avec des collaborateurs toujours fidèles au poste et partisans du juste, du bien, du vrai et du beau. Mais avant d'accéder au beau, je vais d'abord les saluer. Ça va, Daniel? Oui, très bien. Oui. Alors, vous savoir ce qui m'a marqué de la semaine? Oui, c'est ça que je... Alors, il y a une chose qui m'a marqué, et puis je suis aussi dans l'attente de deux choses qui vont se passer. Donc, ce qui m'a marqué, c'est un colloque qui s'est tenu à Dakar, à l'initiative de la Fondation pour la mémoire pour l'esclavage, et qui pouvait être suivi à distance. Et ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est déjà un festival littéraire, le festival Pays rêvé, qui est organisé par Victor Laszlo. Et il y a une quinzaine d'écrivains et qui y aura tous les jours dans des communes différentes, quelquefois en plusieurs communes le même jour. Donc c'est un programme très intéressant à suivre. Et ensuite, il y aura jeudi l'after-work de Tous Créole, Tous Créole va recevoir M. Alex Bourdon de la Marichfa, qui va nous entretenir d'un sujet qui est important pour savoir comment s'est déroulée l'attribution des noms au sortir de l'esclavage. Et la Marichfa est une association qui a une vingtaine d'années. Ça veut dire l'association martiniquaise pour la mémoire des familles. Ouais, et qui s'est occupée en récupérant les registres d'individualité. Ce sont les registres de 1848 dans lesquels justement on a inscrit le nom des nouveaux livres. À l'abolition de l'esclavage. À l'abolition de l'esclavage. Donc ça se passe jeudi. Intéressant. Comment on a donné les noms et qu'est-ce qu'il est resté de cela, ce que ça peut signifier. Tout à fait. Très important pour la confection de son identité. Monsieur Tali? Ben, ça va, comme Méso, mais bon, ça va bien. Toujours impressionné. Méso, OS. Oui, OS. Pas tes os. Je n'ai pas perdu les os. Toujours impressionné par la quantité de choses qui se déroulent. Et puis, certainement que, pour aller dans le sens de Daniel, peut-être que sur Radio Nous, sur le web, il y aura des extraits du colloque de Dakar, notamment sur les actions éducatives et citoyennes autour des esclavages, mais il faut que j'ai le temps de monter parce qu'il y a 4 ou 5 jours de colloque. Il ne faut pas tout écouter, mais en allant sur YouTube, je vais peut-être récupérer quelques passages. Comme il pourrait y avoir aussi des extraits de la conférence de M. Bourdon. Oui, il y a des chances aussi. Comme il pourrait y avoir des extraits de l'intervention des 4 prêtres à la conférence de Tous Créole sur l'Église en Martinique. Enfin, je fais des suggestions comme ça, tout à fait désintéressées. Christian, comment ça va? Alors, ça va très bien. 2 choses rapidement. Déjà, quelque chose de très surprenant, la nomination prochaine de Pascal Lavenir, directrice générale de Martinique Première. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Et puis, effectivement, Martinique Transport. Je suis très heureux de voir le développement de Martinique Transport. Cette capacité aujourd'hui de mettre un outil à la disposition des Martiniquais pour leur liberté, pour leur développement. Sur tout le pays, tu veux dire? Oui, absolument. La Martinique, ce n'est plus effectivement la localisée. C'est vraiment, et je suis très heureux parce que je considère que ça doit être un progrès social, culturel, au niveau des libertés qui est quand même très important. Et puis pour aller travailler, tout simplement. Absolument, c'est très important. Alors, il faut souhaiter que ce réseau soit général, que les choses se passent très bien, que les horaires soient respectés, que les consommateurs soient qu'il n'y ait pas de grève. Qu'il y ait un dialogue social à l'intérieur. Voilà, exactement. Écoutez, moi, je vais vous parler de quelque chose, je vais vous parler de beau. Je pense qu'on va aborder le beau maintenant, dans la personne des candidates au concours national de Miss France. Je me suis attaché à montrer les Miss de l'Outre-mer. Mais il y a quand même une qui m'a interpellé, vous allez voir, c'est Oriane Galvez Soto, qui est Miss Aquitaine. Vous allez voir. C'est l'ancienne Outre-mer. Oui, vu d'ici, elle est charmante, elle est diplômée d'école esthétique, elle est d'origine haïtienne. C'était notre première candidate. Maintenant, on va venir dans le nom de l'affaire. C'est Indira Ampio, qui est Miss Guadeloupe de 2022. Elle a 18 ans, elle est fraîche batelière et elle poursuit dans la communication. Tous ces gens-là sont des gens qui ont des diplômes. C'est un peu maintenant exigé pour la discipline. Miss Guyane, Shaina Robin, qui a été élue en 2022, ben oui, pour cause, et qui va se présenter donc à candidate de Miss France. La suivante, si vous voulez, c'est pas tout à fait une candidate actuelle, c'est Hélène Schka-Hors, qui était Miss Guyane, un monument.
Un monument, n'est-ce pas? Vous êtes silencieux, monsieur. Et puis maintenant, nous arrivons à la Martinique, et je vais vous montrer une petite photo taquine, d'Axel René, Miss Martinique. Elle est charmante. Et elle est en master, comme vous le savez, de géosciences et planétologie. C'est pas rien. On va accéder aussi à tout aussi mignon, c'est Marion. Elle est du verre près, mais bon. Tu dis Du ça. Robert. Plus précisément du Robert, qu'a dit le Robertin. Marion Marimoutou, on a sauté, qui est Miss Réunion, qui est originaire de Saint-André, parce que celle que je crois que l'on voit là, c'est Miss Saint-Martin, Miss Saint-Barthélemy. Petite erreur de la technique, mais c'est pas bien grave. Non. Puisque je suppose qu'après on aura, mais c'est pas grave, hein, bon, c'est pas grave. Je vais rectifier, s'il y a des erreurs, rectifier, mais on va continuer. Ensuite, donc celle que vous voyez, qui est Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy, des deux îles, elle s'appelle Inès Tessier. Elle est étudiante en cinématographie à l'Université de Montréal. Ouais. Océane Le Goff, qui est Miss Nouvelle-Calédonie, et qui est la doyenne, elle a 26 ans. Elle est diplômée d'un bachelor à l'école de gestion et de commerce de Nouméa et elle est conseillère dans le secteur bancaire. Et un petit fait intéressant, c'est le premier mariage entre reines de beauté. Il s'agit de Marianne Varela, qui est originaire d'Argentine, et la portoricaine Fabiola Valentin. C'est le premier mariage LGBTI, on n'a pas encore les images. Si on les a, c'est moi qui vais avoir de mauvais écrans. Communauté, alors ça veut dire communauté homosexuelle, bisexuelle, transgenre et intersexe, j'ai appris quelque chose. Et ce sont des participantes d'un concours de beauté où elles se sont retrouvées ensemble et puis elles ont convolé en juste noces. Ce qui m'a frappé dans cette image, c'est une quasi-gémellité. Regardez comme elles se ressemblent, on a l'impression que ça fait un effet miroir, comme si elles s'aiment elles-mêmes, quoi. C'est de narcissisme. C'est le secours. Un petit mot sur l'association Oser le féminisme qui a saisi le Conseil de prud'homme, ça va intéresser Maître Marceline, de prud'homme de Bobigny, ainsi qu'elle a assigné cette association Oser le féminisme, a assigné Endemol Productions et la société Miss France, plaidant que les critères de recrutement des candidates sont discriminatoires. Alors que le droit de travail interdit toute forme de discrimination relative notamment aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille, à la grossesse, aux caractéristiques génétiques et à l'apparence physique. Puisque vous connaissez les règles restrictives qui interdisent à une femme qui serait enceinte, une jeune femme qui serait enceinte de participer, ou au-delà d'un certain âge, ou d'une certaine taille aussi. Il faut mesurer effectivement 1m70, il faut être célibataire, ne pas boire ni fumer en public, et travailler sans contrat de travail. L'association s'appelle Oser le féminisme, et l'affaire est en délibéré. Plus précisément, elle est en délibéré après n'avoir pu obtenir un jugement, comme c'est au prud'homme, c'est un départage. C'est-à-dire qu'on a donné un professionnel à régler l'affaire. Pour la première fois, Mélissa Raouf, l'une des finalistes de Miss Angleterre, a concouru sans maquillage. Quel événement! Je trouve ça charmant comme information. Et c'est là-dessus, ça fait un sujet. Je dis nos amis journalistes, vraiment, on a une image, on a une photo qui viendra peut-être un jour. Pour la première fois, c'est une femme et une femme transgenre. Autre sujet, la voici. Non pas celle qui était c'est celle dont je parle maintenant. Non pas celle qui s'est présentée sans maquillage. C'est une femme, celle que vous voyez là, est une femme transgenre, multimillionnaire, qui a pris la tête de la Miss Universe Organization. Anne Jacapon Jacrajuta, dite Anne JKN, pour simplifier les choses, elle a simplement dépensé 20 millions de dollars. Elle est thaïlandaise. Elle est thaïlandaise. 20 millions de dollars il y a un concours en Thaïlande pour les transgenres. Pour les transgenres, oui. Elle a fait mieux, elle a pris le tout, elle a squatté le tout. C'est une institution. Nous connaissons ces choses-là, parce que nous sommes des esthètes. C'est une institution qui a été la propriété de, souvenez-vous, Miss Universe de Donald Trump, qui traitait ses Miss, ça c'est une cochonne, avec des termes comme ça, ou s'agissant d'une portoricaine, c'est bon, appelle-moi la servante. Enfin, il avait été d'une trivialité avec ces gens-là. Habituel. Donc, oui, habituel. Et donc on espère qu'à la prochaine élection, les choses seront encore plus libéralisées. Voilà pour ma contribution au beau, à l'esthétique, au charme. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, un peu plus triste, pas triste, plus sérieux. C'est le retour de la Russie dans l'accord sur les exportations de céréales. Pourquoi c'est important? Parce que les Africains et les pays du Sud, malheureusement, ont besoin de ces céréales-là, donc je ne vais pas développer. Et on va revenir, si vous voulez, à l'apostrophe qu'il retourne en Afrique, lancée par le pédiste Grégoire de Fournas, à notre insoumis,
qui est vraiment mis à ses lettres, Carlos Martins Vilango. Alors donc, comment dire quelqu'un vignoble, enfin, c'est vigneron député, monsieur Gerd de Fournas, il a été, alors c'est très rapidement, parce que ça serait long à développer, il a été sanctionné pour s'être livré à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse. Et non pas pour les propos qu'il a prononcés, parce qu'il y a une immunité de la parole. Comme nous, lorsque nous plaidons, nous avocats, il y a une immunité de la parole au Parlement. Je trouvais ça intéressant à donner comme information. En tous les cas, en coordination avec les États-Unis, Christian, ça va t'intéresser, le Canada impose le gel des avoirs, l'interdiction de transactions à Joseph Lambert, président du Sénat, et l'ancien président du Sénat, Yuri Latortue, pour leur soutien financier tout simplement aux gangs armés. Haïtien, tu précises que tu parles d'Haïti. Haïtien, je parle d'Haïti. Ah oui, quand j'ai dit Haïti, je ne suis pas Christian Haïti. Mid-terme aux États-Unis, ces élections législatives de mi-mandat, on regardait ça quand même un petit peu... Pas perplexe, un peu étonné en disant que voilà, 2 ans. Mais la pratique est que tous les mid-terms sont généralement perdus par le président en place. Mais là, c'est une défaite très relative. Très relative, et ce n'est pas du tout la victoire que clamait Trump. La Russie a ordonné le retrait de ses forces aux abords de Kherson, la seule capitale régionale conquise depuis le 24 février. C'est intéressant cette histoire. On va en parler, Christian, de ces jours de cette guerre. Mais on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quelle est la dimension de manipulation de la presse. On sait que c'est l'Amérique qui se bat contre la Russie. Alors bon, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on mette trop le doigt dans l'engrenage. Jingle, l'actualité. À partir de maintenant, je ne serai pas long, parce que mes chers candidats ont des sujets tellement longs et complexes. Je vais quand même simplement annoncer très, très humblement les strips confessions de Michel Sentier, l'affaire pédophile de trop pour l'Église. Mon titre est un peu provocateur. Je te laisse parler avec plus de pondération que moi de sujets très délicats. Oui, alors en fait, ce que Gérard veut vous dire, c'est que 2 fois par an, à Lourdes, se réunit la conférence des évêques de France. Exact. Et qu'il y a une semaine, à peu près, elle s'est réunie. Et dès l'ouverture, planait sur cette conférence le fait qu'on venait d'apprendre qu'un évêque, donc Sentier, comme Monseigneur Sentier, comme Gérard vient de dire, avait été sanctionné par Rome pour avoir... en fait, il imposait à des jeunes garçons de se dénuder devant le tabernacle pour chaque péché avoué. Dans le cadre de la confession. Dans le cadre de la confession. Donc, alors, ça a secoué, d'une part, parce que on apprenait, mais que ça n'avait pas été su avant. C'est donc, on était étonné de la rétention, en quelque sorte, d'informations. Mais il s'est avéré que, pire que Sentier, 2 jours après, il y a eu Monseigneur Ricard à cette même conférence. Monseigneur Ricard, c'est un cardinal, c'est même pas un évêque, c'est un cardinal, qui a demandé au président de la Conférence des évêques de France de lire une confession dans laquelle il disait qu'il y a une 30aine d'années, alors qu'il était curé à Marseille, il avait eu un comportement totalement inapproprié à l'égard d'une jeune fille de 14 ans et que donc il avait demandé son pardon à cette jeune femme. Et je dirais que 2 jours après, on apprenait qu'à Paris, qu'un prêtre avait été mis en examen et écroué en détention provisoire pour avoir violé un mineur. Donc, nous sommes à 1 an du rapport Sauvé. Le rapport Sauvé, si vous vous souvenez, c'est un rapport contenu, parce qu'on savait qu'il y avait des violences sexuelles dans l'Église et que c'était un peu étouffé, pour ne pas dire totalement étouffé. Donc il y avait eu une volonté de la part du Vatican de faire un peu de transparence là-dessus. Et donc il y a une commission qui était présidée par M. Sauvé, qui a entendu un nombre extraordinaire de victimes et qui est d'ailleurs venu à la Martinique. Et le rapport a été déposé il y a 1 an, un rapport qui faisait ressortir que sur une 50aine d'années, on pouvait recenser 300 000 victimes d'actes à la fois de religieux, de prêtres et de personnes travaillant avec l'Église, c'est-à-dire des enseignants. Et ce rapport Sauvé a donné un certain nombre de recommandations. Il y en a 45.
Et depuis un an, il y a un certain nombre qui sont suivis pour essayer justement non seulement de permettre aux gens de parler, mais également parce qu'il y a eu une instance indépendante qui a été créée pour les réparations et les indemnisations. Et donc, la position du Vatican est très claire, c'est il faut la totale transparence. Et l'une des préconisations du rapport Sauvé, c'était qu'il y ait le plus possible d'accords entre l'Église et les parquets pour faciliter les signalements dans l'Église. Il n'y a pas beaucoup de départements qui l'ont signé, mais il faut signaler qu'à la Martinique, Monseigneur Macaire a signé ce protocole avec le parquet de Fort-de-France parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que la parole en Martinique avait du mal à se libérer un petit peu, et donc l'Église a voulu faire un geste fort en montrant qu'il c'était zéro tolérance, en quelque sorte. Donc c'est un sujet qui est douloureux parce qu'il y a des victimes qui pendant des années, ont souffert et ne peuvent pas parler, n'ont pas voulu parler, et parce que pour l'Église elle-même, il faut gérer en son sein cette question. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir une pensée d'abord pour les victimes et encourager l'Église à poursuivre dans la voie de la démarche qu'elle a entreprise. Très bien traité, avec sobriété, sans excès, Merci, professeur. Le Sénat auditionne Gabriel Serville sur le projet d'évolution statutaire de la Guyane. Finalement, c'est toi qui vas t'y coller. Eddie Marajo, où es-tu? La délégation Outre-mer. La délégation Outre-mer existe depuis 2011. Il faut le préciser, et chargé d'informer le Sénat sur l'état de la situation des collectivités qui sont visées par l'article 72.3 de la Constitution et sur toutes les questions relatives aux Outre-mer, juste pour préciser. Oui. Elle comprend 42 membres, dont Maurice Antis, qui est vice-président, Catherine Conconne, ou alors encore, comment il s'appelle, Victoire Jasmin de la Guadeloupe, ou encore Georges Patient de la Guyane. Alors, cette commission était en visioconférence avec Gabriel Serville et tout son staff, hein, ils étaient 5 ou 6 sur l'écran, le mardi, j'ai écouté tout le mardi 25 octobre, une audition qui était menée par Micheline Jacques, qui est sénatrice de Saint-Barthélemy, qui venait. Et cette visio venait après Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie et la Réunion. Et avant, bien sûr, la Martinique et les autres. Le compte-rendu vidéo est long, mais je m'y suis collé, je redis. Gabriel Serville, d'entrée, rappelle qu'il y a eu 64 ans de revendications non entendues et que la Guyane est déterminée à obtenir un statut spécifique qui devrait être inscrit dans un article de la Constitution. C'est la conclusion essentielle du congrès du 22 mars 2022. En Guyane. Une évolution institutionnelle qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux, affirmant même qu'il n'y aurait aucun tabou et qu'il est ouvert à la différenciation. D'ailleurs, depuis 2018, j'ai un pari en cours avec Eddie Marajo, mais le Covid est passé par là. Et Gabriel Serville précise même que l'affaire Benalla, rappelez-vous, le fameux garde du corps du président, aurait impacté le déroulement du processus de modification de la Constitution. Exact. Le Congrès de Guyane veut donc un statut propre et envisage que la Guyane soit un pays autonome. Je le cite, « L'autonomie, c'est la capacité à se forger ses propres lois, ses propres règles et ses propres valeurs. Tout ça en dehors des emblématiques articles 73 et 74. Le modèle, pour lui, c'est l'autonomie des Açores, de Madère, des Canaries, donc des territoires portugais, espagnols, mais il ne cache pas non plus que la Sardaigne l'intéresse énormément. Il dit, on dirait que personne ne connaît l'existence de la Sardaigne. Oui. Le président de la CTG, donc, sait qu'il faudra passer par la case consultation des électeurs, mais ne cache pas son optimisme, même si il faudra passer par une autre case qui est la case communication, explication, avant de passer au vote. Ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Gabriel Serville rappelle que l'autonomie n'exonère pas la France de ses obligations financières. Toujours. Qui conviendra même d'améliorer compte tenu des insuffisances actuelles. Il a bien les pieds sur terre. J'ai noté dans sa conclusion, il insiste sur les particularités de la Guyane qu'on ne peut assimiler à aucun autre territoire d'outre-mer. C'est vrai, hein? Ils sont en Amérique du Sud, ils sont sur le continent. Bon. Ils ont 90 000 km². Voilà. Et il réitère sa volonté d'une réflexion propre, une réflexion guyanaise. Alors, le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, avait annoncé la couleur lors de son audition le 6 octobre par la même commission.
Oui. Il disait il faut remettre l'outre-mer au milieu du village. C'est d'où l'expression il faut remettre l'église au milieu du village. Et comprendre qui pourra, il ajoute les outre-mer ne sont pas une charge, mais une chance pour la France. Puis il dit mais qui ça m'en dit là? Et il continue la France n'est pas une contrainte, mais une chance pour l'outre-mer. Wow. Alors je me dis, c'est une communication habile ou c'est une déclaration d'amour? Chacun choisit. Déclaration d'amour. Pas de problème. Voilà. Très bien. Pendant que tu es là et que tu peins le verre, parle-nous de l'attitude, du positionnement des députés d'outre-mer lors du débat sur le projet de loi de finances 2023. Après, il y avait qu'après le 49.3 est venu, mais enfin, je te laisse. C'est encore plus long. Non, quand même, la commission c'était 10 heures. L'Assemblée nationale, c'est un peu moins longtemps. Vous voyez à quoi je passe mes journées, messieurs, dames. Merci, Gérard Darling. En tout cas, j'ai envie de dire que c'était la séance des surprises. Oui. Premièrement, jusqu'à 3 heures du matin, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, était présente. Il paraît que c'est assez exceptionnel. Il paraît que c'est assez rare qu'un président de cette Assemblée respecte les Outre-mer. Elle a besoin de se faire pardonner. Oui, c'est vrai qu'elle était prévue pour être la ministre des Outre-mer. Elle nous a lâchés entre-temps. Voilà. Deuxièmement, le ministre Jean-François Carenco représentait le gouvernement et il était là jusqu'au bout et fier d'être là, dit-il. Mais pour refuser tous les amendements... Attends, je te laisse dire. Dis-moi, trop pressé par Johnny Ajar était l'un des rapporteurs devant les députés présents. Il en a profité pour remercier les précités, mais c'était sa première. J'ai noté qu'il lui a fallu juste 1 minute avant de citer Césaire. J'ai failli attendre. Mais il émet logiquement des doutes sur la suite dans le budget, même si la démocratie, l'écoute des Outre-mer était au rendez-vous. Kenneth sur le pudding, parce que j'aime pas la cerise et tout, il a salué les députés en créole, force et puis courage, tiens-b. J'ai bien aimé, bon voilà. Alors le député PPM, soyons plus sérieux, se montrait satisfait de l'unité des députés Outre-mer sur ce budget. Unanimité, dit-on, exceptionnelle, puisque 30 amendements ont été votés et qu'ils se sont mis d'accord sur 200 millions de crédits supplémentaires. Ce qu'il faut préciser, n'obligeait en rien le gouvernement sur le texte final, qui, nous le savons depuis, est passé grâce au 49.3, que d'aucuns parlent de bulldozer institutionnel. D'ailleurs, Carenco, il était avis défavorable, je reviendrai. Johnny Ajar, comme député, avait notamment proposé un texte sur les logements au loyer adapté pour faire face aux 10 000 demandeurs de logement, mais également une aide sur le fret, à la trappe. On a voté, l'Assemblée a voté, mais je ne pense pas que ce soit dans le budget, puisque le gouvernement n'a rien retenu. C'est une partie. C'est une partie. Une partie, oui. De son côté, Marcelin Nadeau réclamait par amendement la création d'une loi de programmation pour permettre l'offre d'une eau de qualité et de quantité suffisante et la mise en place d'un fonds de lutte contre l'érosion côtière dont nous avons déjà parlé ici, rejeté par le gouvernement mais adopté par les députés. Le Benjamin Giovanni Williams a fait l'unanimité sur son amendement 1507 qui concerne l'insertion des jeunes et le service militaire adapté. Quant à Jean-Philippe Nilor, il a plaidé pour la création d'un fonds d'urgence économique et pour l'extension du passeport mobilité, notamment pour les gens qui passent la validation des acquis de l'expérience, le fameux VAE. Et c'est le même Jean-Philippe Nilor qui s'est exclamé, sans exagérer, nous avons vécu une séance historique. C'est la première fois en 3 mandatures que je vis une soirée comme celle-ci. Bon, s'il dit ça, m'en évidemment, malgré cette unanimité nouvelle des Outre-mer, est-ce que c'est une conséquence de l'appel de Fort-de-France? J'en sais rien. On sait que le 49.3 est déjà passé derrière. On était venu nettoyer tout ça. Mais oui, le 49.3, pour ceux qui oublient, c'est ce texte qui permet... ce dispositif qui permet d'adopter un texte sans vote. On a entendu des députés comme Bilongo, par exemple. Je retiens son nom parce que c'est un morceau cubain très célèbre. Mandiga. Messieurs, on n'est pas encore à la musique. Et ils ont parlé d'indécence, de scandale pendant la série. Bon, on parle de démocratie. Alors, pour terminer, le gouvernement serait d'accord sur beaucoup de sujets. Dixit M. Carenco. Il a parlé de problèmes énormes, mais j'ai adoré ses conclusions. Je ne veux pas de cet argent maintenant. Tout l'argent que les députés d'Outre-mer demandent et votent, je ne veux pas. Mais plutôt dépenser ce qu'on a intelligemment. Si on le dépense ensemble, on sera meilleur. Alors, pas d'histoire d'argent entre nous. J'aime beaucoup la formulation. Mais la réponse de Johnny Ajar était déjà venue dans l'hémicycle. Il avait dit, vous prétendez qu'il n'y a pas d'argent ?
eh bien, dans ce cas, mettez les fonds à disposition. Et on a clairement entendu, d'ailleurs, c'est dans le rapport de l'Assemblée nationale qui note tout ce qu'on dit, on entend la voix de Marcelin qui dit « Donnez l'argent !» Alors, est-ce que je dois dire chiche? La réponse de Borne, est-ce que tu as vu un petit peu, Madame Borne a expliqué un petit peu après qu'en fait, les dispositifs globaux et généraux sont déjà, plus pour la France entière, en matière de logement, en matière d'aménagement, etc., sont déjà, et que l'outre-mer est effectivement prévu dans le cadre de ces dispositions. C'est sa réponse pour apporter ça. Mais enfin, bon, je pense que tu as été complet. Monsieur Letchimy attribue des subventions aux chaînes locales. Est-ce que c'est pour faire la promotion de sa politique? C'est toi qui planches encore. C'est toi qui fais tout le travail aujourd'hui. Vas-y. Bon, ça m'embête vraiment de parler de ce sujet. Je ne sais pas sous quelle langue. Vous savez qu'on fait un article en télé ou en radio, en presse écrite, il y a un angle, je ne sais pas. Alors, premièrement, je note que c'est l'occasion d'une énième querelle entre la majorité et l'une des oppositions. Exact. La sempiternelle phrase, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, ne respecte pas les élus de l'Assemblée. Ça revient. C'est une belle déclaration, mais j'ai tellement entendu ça que j'hésite entre amnésie. Précisément pourquoi? Parce qu'il a annoncé... Attends, je vais venir. J'hésite entre amnésie et absence de vocabulaire. Surtout que ça dure dans les deux sens depuis... Tiens, mon fils cadet n'était pas né, alors que mon fils vote depuis longtemps maintenant. Alors, ça fait un petit moment que ça a du bon. Donc, deuxièmement, je ne sais pas s'il faut suivre une partie de l'opposition qui prétend que c'est une façon pour Letchimy & Co. d'avoir table mise et ouverte sur tous les médias. Une façon de dire, acheter l'âme de médias, comme dit Tata, par exemple, ça coûte que 200 000 €. On ne nous tient pas en grande considération. J'interromps ta belle envolée. Est-ce que réellement, pour moi, c'est un pourboire qui est offert au... Attends, mais laisse-moi... Non, parce que tu as parlé beaucoup. Non, mais je n'ai pas fini. Non, mais il faut aérer, parce que tu as parlé longuement et qu'on fait une émission. Et que tu acceptes un petit peu que nous interagissions. Est-ce que vous pensez que sur ces 200 000 € qui sont alloués à quelques chaînes de télévision, est-ce que vous pensez que ça va acheter en quelque part, comme a dit l'opposition? Je te pose la question à toi. Est-ce que vous vous sentez-vous acheté par les 200 000 € qui vont servir à participer peu ou prou, mais très peu, au budget d'une chaîne parce que les dépenses sont colossales? La question, là, voilà la question. Bon, je saute parce que c'est ce que j'allais dire, que c'est pas la peine. Je sais plus. Je pensais qu'il suffisait d'allonger 200 000 € pour acheter une télé. J'ai cru comprendre que 200 000 € pourtant, ça représente à peu près un mois de salaire à Martinique Première, à peine plus de 2 mois via TV, qu'on ne peut pas acheter beaucoup de magazines avec ça. Mais quand je regarde ailleurs, je découvre par exemple que les conseils généraux des départements de Savoie et de Haute-Savoie ont mis en place un partenariat avec TV8 Mont-Blanc qui consiste à la prise en charge des coûts de diffusion de la chaîne. Ça doit faire plus que 200 000 €. En même temps, TV Sud Toulouse a reçu 500 000 € par an de 2017 à 2019 et jusqu'à 2022, de 2019 à 2022, c'était 625 000 €. Mais s'ils font encore le site du Sénat, il y a encore des financements possibles pour ces télés-là. Et donc, voilà, donc on en est là. Est-ce que ces 200 000 € permettront à nos télés de fonctionner ? Permettez-moi d'en douter. Et question secondaire, est-ce que ces 200 000 € vont soumettre ces télés politiquement, idéologiquement à la collectivité? Permettez-moi d'en douter aussi, mais il faut qu'on le dise, d'accord? Alors si je t'ai un petit peu interrompu, c'est parce que tu parlais beaucoup et que ça pouvait, que tu sois charmant et intéressant, mais ça pouvait être, dans le cadre d'une émission, un petit peu trop long, pas pour chaque sujet, mais dans l'ensemble des sujets évoqués. Les statuts, le nom des rues ne sont pas innocents, un guide pour décoloniser l'espace public. Je pense que ce n'est pas lié à notre situation, encore que peu ou prou. En fait, Daniel, tu vas faire la liaison, j'en suis sûr. Vas-y. Oui, ça aurait été encore mieux avec un jingle. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème, je peux enchaîner. Effectivement, un petit jingle, faire bien. Réellement un sujet de société, et je l'indique, les statuts, le nom des rues ne sont pas innocents, un guide pour décoloniser l'espace public. Un guide, décoloniser l'espace public, mais c'est toi. C'est effectivement intéressant, c'est un guide qui concerne Marseille, c'est le guide du Marseille colonial. Oui. Et donc c'est un livre qui répertorie le nom des rues, des bâtiments et des statues
qui sont en rapport avec la colonisation. Et donc c'est intéressant parce qu'il faut rappeler, je pense que c'était en 2020, qu'il y a eu le déboulonnage de la statue de Schellcher à la Martinique, et il y a eu aussi tout ce qui était lié à la mort de George Floyd. Il y a eu une série de manifestations, de statues qui ont été soit taguées, soit déboulonnées, comme en Angleterre, où on a vu une statue qui a été mise à la Tamise, je crois. L'amiral Nelson. Et donc, c'est un débat qui se trouve en Amérique, à Londres, en Belgique, beaucoup en Belgique. Et alors, cette question est importante. Faut-il décoloniser ? Ça veut dire, question, est-ce qu'il faut enlever pour mettre dans un autre espace, ou bien est-ce qu'il faut mettre des plaques pour laisser expliquer, même si on renomme. Et ces questions sont importantes parce que c'est de rapport à notre histoire et à notre mémoire. Et lorsque, en 2020, il y a eu le déboulonnage de Schellcher, qui, entre parenthèses, est un anti-esclavagiste, lui, nous sommes les seuls à avoir fait ça, le Cénacle à Fort-de-France a organisé pendant 2 jours un débat où étaient les activistes, des historiens, et il y avait Karfa Diallo qui avait été invité. Karfa Diallo, il anime une association qui s'appelle Mémoire partagée à Bordeaux, et il fait un gros travail pour pouvoir expliquer et pouvoir demander des dénominations à Bordeaux. Et la ville de Fort-de-France a créé une commission à laquelle tu fais partie pour pouvoir aider à la dénomination des rues. Donc, me semble-t-il, il faut se poser la question, d'une part, décoloniser, c'est-à-dire enlever certains noms et probablement enlever certaines statues, mais il faut aussi s'emparer de cet espace pour les personnes qui ont lutté contre l'esclavage, la colonisation. Il ne faut pas simplement enlever le nom des colonisateurs et des oppresseurs, il faut aussi que dans l'espace public, il y ait le nom des personnes pour qu'on les connaisse et pour qu'on s'en empare. Donc le plus important, me semble-t-il, c'est que ce soit fait en relation avec la population. Et pourquoi, me semble-t-il, s'agissant des noms de rue, il ne faut pas débaptiser, il faut rebaptiser en indiquant l'ancien nom. Parce que la mémoire est importante pour savoir, parce qu'autrement on ne saura plus qui a fait quoi. Et il est important de savoir, on se construit parce qu'on sait qu'il y a eu tel salopard, excusez-moi, et qu'on sait qu'on a remplacé ce salopard par quelqu'un qui a lutté contre ce qu'il a fait. Donc il faut que dans l'espace public, on montre qu'il y a une volonté de mettre à l'honneur quelqu'un qui s'est battu pour pouvoir instaurer des valeurs humaines et qu'on l'a mis à la place d'un autre nom qui reste là et on va dire ancienne rue, un tel. Donc ce débat doit se poursuivre et je crois que la Martinique n'est pas en reste. Ce que tu dis, oui Serge. Oui, non, juste pour dire que j'ai une série d'émissions, ça s'appelle Les statuts contestés, une série de 5 épisodes qui vont de 40 minutes à 1h05 du podcast Paroles d'Histoire d'André Loez, que je passe très régulièrement sur Radio Nous. Radio Nous. Voilà. Quelle longueur d'onde? Non, c'est sur Google Play, on télécharge l'application. Voilà, c'est comme ça on aura fait le boulot. Voilà, il y a une chose qui est toute simple, c'est que lorsqu'on change le nom d'une rue, on change la dénomination de la rue, c'est bien, on enlève un Gallieni qui était un méchant, je ne veux pas dire salopard, je fais une émission, pas dire ça, et qu'on donne un autre nom, les personnes qui habitent la rue disent mais ça qui nous Boukta, qui sait? Donc il n'y a pas d'explication. Et puis aussi, c'est la panique pour les adresses et pour les facteurs. Ouais. Je vous dis ça parce que c'est le cadre de la commission où j'ai appris ça, la commission de Foyalès de Fort-de-France. On s'est réunis et il y avait Pago, il y avait plein de gens. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment cet aspect m'a interpellé. C'est bien gentil de vouloir d'estimer que le nom des dominants peut être là, etc. Oui, mais c'était le nom de la rue. C'était là que mon Hubert, mon petit Jean Sicari, c'était Rue Gallieni, ou que tu mets le nom, j'ai oublié le nom. Je pense que c'est pas encore débaptisé. C'est pas encore débaptisé. Mais enfin, il y a des noms qui ont été proposés. Oui, tout à fait. Mais ça passera par une commission. Il y a une commission. Tout à fait. Mais je précise que depuis quelques années, la ville de Fort-de-France, quand elle donne de nouveaux noms, sur la plaque, il y a l'indication de ce que la personne a été, de ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, oui. Oui. À Paris aussi, il y a beaucoup de... Ah oui, oui. Ouais. Mais il y a aussi des attributions de noms et des explications libres. Parce que j'ai vu que on sent que ce n'est pas c'est pas le même format, c'est pas le même. Ah oui, mais non, mais c'est intéressant, ce sont des associations qui font ça, et c'est très bien fait.
On met des noms de femmes, des choses comme ça sur une rue, on explique ce qu'elle a fait. Quel est le sujet que je vais vous imposer après? C'est un appel à projet pour l'hymne et le drapeau martiniquais. Comment ça veut dire un marronnier, comme on dit en termes de presse? C'est-à-dire un sujet qui revient chaque année. Quand Serge parlait tout à l'heure, je pensais à occasion d'autonomie et tout, je pensais à Tiraoul Rivalier qui a fait député à sénateur, nous drapeau la Martinique. Ouais, exact. Voilà, Très bien, très bien. Pour commencer le propos. Belle intro. Alors, en réalité, c'est vrai que la collectivité relance ce que la collectivité antérieure avait initié, également la question du drapeau, de la bannière, encore une fois, si vous voulez, parce qu'on va voir aussi que dans les appellations, il y a des interprétations qui se font. Drapeau, il y a beaucoup de gens qui disent nous avons un drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Il y a d'autres qui disent non, nous avons rouge, vert, noir, etc. Donc on va essayer de voir un petit peu la genèse. Alors pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est que le rouge, vert, noir avait été proposé en tant que drapeau national depuis Cabor-Masson, me semble-t-il. Ensuite, si vous voulez, il a été posé le problème de, non pas le drapeau national, mais effectivement de ce drapeau aux 4 serpents. Et ce drapeau aux 4 serpents, je crois qu'il faut rendre hommage à un journaliste qui a posé le problème à M. Macron, parce que ce journaliste, il s'appelle Victor Montlouis-Bonner. Quand M. Macron est venu ici, Victor lui a dit la chose suivante. Victor lui a dit, je parle un petit peu par sa bouche, parce que j'ai eu Victor, il n'y a pas très longtemps, on a parlé de ça. Victor lui a dit, M. Macron, vous êtes de la promotion à l'ENA, la promotion Senghor. Senghor, qui était président du Sénégal, bon camarade de Aimé Césaire. Comment se fait-il que vous soyez de la promotion Senghor et vous puissiez admettre qu'il y ait un drapeau qui exprime l'esclavage à la Martinique? Et c'est pas ça? Ah non, ça, non, moi je vous dis ce que Victor m'a dit. Ouais, okay, et qu'à ce moment-là, Macron avait dit qu'il n'était pas au courant de ça. Il n'était pas au courant. Et dès le soir, il a pris des dispositions, il a demandé effectivement que cette question soit réglée. D'accord? Bien, alors j'ai cru comprendre aussi que Victor a perdu sa carte d'accréditation de journaliste parce qu'il avait dérangé. Bien. En tout état de cause, si vous voulez, cette question qui est liée au drapeau aux 4 serpents, je pense que c'est un journaliste qui l'a révélé, qui a mis le doigt dessus. Bon, deuxièmement, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, il y a eu effectivement la collectivité précédente qui a proposé un drapeau et un hymne. Il y avait déjà aussi, je pense, l'ancien maire de Sainte-Marie, M. Lordino, qui avait déjà posé ce problème antérieurement. Et aujourd'hui, il y a un débat assez confus sur drapeau ou pas drapeau, bannière, fanion, enfin, éléments. Bon. Et il se trouve la chose suivante, c'est que les Martiniquais semblent être très divisés sur la question. Il n'en demeure pas moins qu'en France, quasiment toutes les régions ont des éléments d'identification régionale. Ils ont des drapeaux. L'Aquitaine, la Bourgogne, l'Alsace, etc. La Corse. La Corse. La Bretagne. Ont effectivement. Donc, il est probablement utile que nous ayons quelque chose qui nous rassemble, qui ne serait peut-être pas un drapeau d'un État, mais qui serait quand même un élément partagé qui puisse, effectivement, comme les deux collectivités l'ont dit, permettre de nous présenter dans des compétitions internationales ou encore dans des rencontres culturelles, à avoir une bannière qui soit propre à nous-mêmes. C'est la même question pour l'hymne. On peut se demander aussi, est-ce que la Marseillaise est un hymne qui nous ressemble et qui porte un contenu qui soit... Voilà. Donc, je crois que poser la question d'un drapeau et d'un hymne, c'est-à-dire d'un élément d'identification, c'est quelque chose d'utile. Et probablement, s'il y a effectivement peut-être pas une unanimité, mais une majorité qui adhère à cela, nous pourrions avoir des éléments qui pourront, pourquoi pas, fortifier notre unité, favoriser une identité, une reconnaissance spécifique. Donc, long débat qui n'est pas long débat. Oui, mais je crois qu'il faut quand même préciser que si on en reparle, c'est parce qu'il y a eu une procédure judiciaire qui a annulé l'adoption du drapeau et de l'hymne sous la précédente mandature. Tout à fait, absolument. Alors, pour terminer, j'aurais aimé dire la chose suivante. Bon, alors, comme je le dis, je pense que cette utopie refondatrice dont Aimé Césaire parlait, pourquoi pas nous sommes à la recherche, à mon avis, d'éléments d'unité, d'unification. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ces éléments peuvent y contribuer, mais ce serait peut-être une bonne chose. Et pour terminer, j'aurais aimé vous dire la chose suivante, c'est qu'il y a un homme qui a été interrogé par Martinique Première sur cette question du drapeau,
Et il m'a fait un petit peu sourire parce qu'il a dit il aurait été bien que ce drapeau symbolise un cœur. Façon de voir, si vous voulez, est-ce qu'il faut tout le temps, effectivement, remettre en lumière des antagonismes, des différences, des divergences, ou encore parler un langage différent pour construire un avenir paisible, partagé et un peu plus souriant? On peut voir les choses comme ça, mais la réalité est que pour certains élus, M. Carole et M. Marie-Sainte, à l'occasion des débats, le drapeau est l'expression d'un combat dit anticolonial. Bon, pourquoi pas? C'est vrai que nous avons encore les stigmates de la colonisation et que le drapeau et l'hymne proposés par la majorité actuelle serait une sorte de, comme tu dis, toi, de colifichet, enfin de gadget. Je ne vais pas être négatif, et que ça ne représenterait pas la résultante d'une lutte, et puis il parle même de sang gagné dans le combat, etc. C'est ça le débat. Ou alors, ça serait comme tu le dirais, en tout cas, ils ne participent pas parce que pour eux, décider d'un drapeau avec un clic, ou un petit collectif qui fait une enquête, etc., ou une petite procédure, que ça ne suffirait pas. Bon, c'est un débat, à mon avis, c'est une confusion entre deux choses. Une identification, comme tu le disais, régionale, ou alors un autre drapeau, que c'est un drapeau issu de combat, d'une lutte, d'une indépendance. Et puis le poète avait écrit « C'était au plus beau jour de la terrible guerre. Ah, comme on était loin de notre temps vulgaire. » Il avait dit « Je veux le plus beau des drapeaux. » Et l'armée indigène approuvait ce propos. C'est avant que Dessalines n'enlève le blanc dans le bleu, blanc, rouge, exactement, pour que le drapeau haïtien devienne bleu et rouge, après la guerre. Pas comme ça, assis derrière un ordinateur. Procès de Pontoise. Peut-on consentir à un acte sexuel avec un enfant de 11 ans? C'est ça la problématique. Hein, le retour du procès qui a fait changer la loi. Oui, alors, rappelons un peu les faits, mais je crois que les gens ont un peu ça en mémoire. Oui. En 2017, une jeune fillette, elle avait 11 ans. Est abordée dans un parc par un homme de 28 ans qui lui fait des avances et qui la convainc de le suivre. Il la conduit dans son immeuble, il la force dans la cage d'escalier à avoir une fellation. Ensuite, comme il y a le gardien qui arrive, il l'emmène chez lui. Et chez lui, il a une relation sexuelle complète. Et donc, l'enfant, il dit à l'enfant qu'il ne faut surtout pas dire ça à quiconque. Mais l'enfant va dire ça à sa mère. Et donc, la mère va porter plainte. Et ce qui va faire scandale, c'est que le procureur de la République de l'époque va considérer qu'il n'y a pas de violence et que donc, par conséquent, il ne va pas considérer qu'il y a de viol. Et il va donc renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire un délit, pour atteinte sexuelle. Et lorsque l'affaire vient devant le tribunal correctionnel, le tribunal, comme c'est son droit, considère que non, on l'a saisi pour un délit, mais que lui considère que ça peut s'apparenter à un viol, donc à un crime, donc il n'est pas compétent. Et le tribunal leur donne donc un supplément d'enquête et demande à ce que ça soit renvoyé devant la cour d'assises pour qu'il y ait compétente. Alors ça se passe en 2017, et donc il y a beaucoup de réactions médiatiques, d'associations qui interviennent, ce qui fait que la question du consentement, puisque c'est ce qu'on disait, comment une fillette, même elle n'a pas hurlé, elle n'a pas crié, on ne l'a pas forcé, mais qu'est-ce que ça vaut, le consentement, entre guillemets, d'une fillette de 11 ans. Et donc, en 2021, en avril 2021, il y a une loi qui change et qui dit, quoi qu'il arrive, en dessous de 15 ans, il n'y a pas consentement. Et lorsqu'il s'agit d'inceste, en dessous de 18 ans, il n'y a pas consentement. Voilà. Et suite au renvoi devant la cour d'assises de ce dossier de Pontoise, l'affaire venait ces jours-ci devant la cour d'assises. Alors, vous voyez le temps qui s'est passé pour que la cour d'assises juge cet homme. Et la cour d'assises a dit qu'il y avait viol, a condamné cet homme qui avait 28 ans à l'époque à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné mandat de dépôt, alors qu'il n'avait fait aucune préventive. Quelle loi qui a été appliquée, l'ancienne ou la nouvelle? Alors, non, la question, c'est la loi. Il y a deux lois lorsqu'on juge, il y a la loi pour les faits et la loi pour la peine. La loi pour les faits, il faut tenir compte de la loi du moment, et pour la peine, c'est la loi au moment des faits. Donc, ce qui fait que, puisque la loi de 2021 a aggravé les peines, c'est la loi ancienne qui lui a été appliquée pour la peine. Donc, il n'a pas eu 20 ans. Non.
Pour la peine, Mais c'est la loi. il a La quand loi même eu- nouvelle ne s'applique que si elle est plus favorable. Il a quand même eu 8 ans. 8 ans. 8 ans et mandat de dépôt alors qu'il n'avait jamais fait un jour de prison. détention. Mais moi, il me semble qu'il faut quand même saluer le fait, et on peut se demander même comment on a pu, à un moment donné, considérer qu'une enfant de 11 ans pouvait donner un consentement. C'est quand même assez extraordinaire et aberrant. Enfin, la loi est passée par là et ça fait... C'est terminé bien. Oui. Enfin, bien. Oui, non, mais comme quoi, non, mais ça, il faut toujours, il faut jamais considérer que les choses sont acquises et par la protestation, par l'intervention, par l'engagement, on peut changer. Pour ne pas me faire gronder, je vais demander le jingle pour la musique. Plus de viol, plus d'église, etc. Allons parler de musique, allons parler de choses douces. Parle-moi de Pierre. Alors, Pierre on va Louis. parler de Pierre Louis. Alors, c'est un monument, hein, c'est un grand personnage de la musique antillaise, hein, Pierre Louis. Alors, son nom, c'était Pierre Louise. Louise. Hein. Il est né à Trinité. Il est né à Trinité en 1908. Il a vécu avec son père qui était, enfin ses parents en tout cas, mais son père était attaché de douane, je crois, il travaillait dans le trésor public. Absolument. Et lui, son père était un fanatique d'accordéon. Oui. Il allait tout le temps dans les soirées, jouer dans les mariages et tout et tout. Et Pierre l'accompagnait. Et il se trouve qu'il s'est pris pour, très rapidement, il s'intéressait à la musique. Et au moment où il était vraiment intéressé, son père est décédé. Cataclysme dans la famille complètement désorientée. Et sa mère, avec beaucoup de peine, elle est partie quelque temps après en France métropolitaine. Elle est partie avec ses enfants. Et lui, Pierre, il est resté. Et il était très studieux, donc il s'est adonné à la guitare. Il a eu son bac. Il a eu son bac et tout et tout. Et en 1926, il est parti rejoindre ses parents à Paris. Et c'est là qu'il a connu Silvio Siobud, musicien. Il a connu Eugénie Alpha. Il a connu Alirva. Et puis, il a commencé à pratiquer la musique tout en étant fonctionnaire. On va écouter un premier morceau. D'ailleurs, c'est l'un des titres le plus importants. C'est « Tu peux compter sur moi », avec un très beau texte et puis une chanson qui est impérissable. Ouais. Stan avec... Si Kouilini Doudou, tu peux compter sur moi. Si mise est tombée à sous, tu peux compter sur moi. Si chagrin blessé au doudou, tourne les yeux vers moi. N'oublie pas doudou que tu peux compter sur moi. En France, il rencontre son épouse. C'est une violoniste. Elle est de la ville du Mans. Ouais. Elle est prodigieuse et je crois que ça le revitalise encore. Et il continue à prendre des cours tout en cumulant son travail et ses cours. Il joue de plus en plus. Il fait des arrangements. Il s'initie à la trompette. Et après la guerre, il est de plus en plus musicien. Parce que tous les soirs, il joue à la canne à sucre, il joue avec le groupe Tropical Singer, avec Ernest Léardé à la Boule Blanche et dans les différents clubs de Paris. Et on va écouter un deuxième titre, hein, si vous voulez bien, qui s'appelle Travail Nègre, aussi qui a été composé par Pierre Louis. Jodi moi levé bonnet pour aller travailler l'usine. Anti-café, anti-féroce après la guadine. Sorti des au soleil déjà au m'a rencontré machin de ma bille qui dit moi les garçons. Mais là on va courir comme ça quoi. Mettez bon petit bail toi pour. Moi cap bon bail pour mais moi cap filer tout de suite moi pressé comme ça. Des paroles en paroles et des m'habille en m'habille. Nous voyons de l'absinthe peut-être même en rôti. Sans mettre plus loin soleil déjà au m'a rencontré Julien Péché qui dit moi petit garçon. Mais là on va pas comme ça. Alors vous avez écouté les paroles, c'est très sympathique. Très sympathique. Voilà, donc il a continué, il a fait des tournées en Europe, il a tourné des casinos d'Europe, vous vous rendez compte, hein? À Bâle, à Berlin, en Suisse, à Nice, à Berne. Non, mais c'est quand même remarquable de voir quand même qu'à cette époque, comment les musiciens antillais parcouraient déjà la France et l'Europe. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que ça se passe. Ensuite, il a animé le casino du bassin d'Arcachon pendant 4 ans.
il s'est constitué un répertoire. De plus en plus, on a vu effectivement qu'il a une vingtaine d'œuvres qu'il a créées. Il a rencontré Barrel Coupette. Et en 1963, il revient à la Martinique. Il retrouve ses amis en France, il retrouve son frère aîné, et il est chef d'orchestre au Lido pendant 6 ans. Donc on va écouter un 3e morceau qui est tout petit, aussi une begin très célèbre, qui est très jouée aujourd'hui. Ah oui, c'est lui. Quand l'envie qui prend pâtit, pas oublier de emporter assez d'argent pour acheter 1000 mouchoirs où peut pleurer. Si vous comptez un jour trouvé sous les cieux un coin qui mieux, mandez bon Dieu avant trop vieux, si tu peux faire tes adieux. Quand il est revenu à la Martinique, il a continué la musique, mais il a été aussi embauché à part, enfin, j'allais dire Martinique Première, c'était Radio Martinique. Hein, comme Francisco, comme d'autres. Il a animé quelques émissions à la radio, et puis il a créé le restaurant Le Madras à Tantane. Et figurez-vous que le Madras, que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler, il y avait des punchs en musique célèbres au Madras. Célèbres. Il y avait des musiciens du gros monde, les frères Ventado à la basse et à la guitare, et au chant, il y avait les frères Telcid. Tu connais ça. Et il y avait des soirées jazz également au Madras régulièrement. Il a aussi animé le manoir avec Pierre Racine. Tout à fait. Il a formé Bibi Louison, il a formé Henri Guédon, il a formé Georges Noël. Il nous a donné un fils qui s'appelle Eddie Louis, merveilleux musicien, merveilleux. Exact. Nous allons lui rendre hommage un de ces jours. Et qui est décédé, vous savez. Absolument. Alors, il était très attaché à son frère aîné, qui est décédé, et peu après le décès de son frère aîné, lui-même, il nous a laissés. Bon, mais Pierre-Louis, c'est un répertoire extraordinaire, et je voudrais faire un petit clin d'œil, encore une fois, à Aude Bagoré, dans son livre « Anthologie de la musique antillaise ». Il a fait un descriptif extrêmement fécond, et d'ailleurs qu'on trouve, et qui nous alimente en informations sur la plupart des musiciens antillais qui ont marqué l'histoire. Voilà. Merci, maestro. Je vous salue bien bas, je salue nos téléspectateurs. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour, j'espère, une émission aussi riche, aussi légère, aussi agréable, pétillante d'humour et d'intelligence. À très bientôt. Au revoir.